Le Chan est une école bouddhique qui est apparue en Chine au VIe siècle et s'est épanouie sous les dynasties des Duong puis des Tong pendant plus de 7 siècles. Il s'est propagé aux autres pays d'Asie orientale, prenant le nom de Zen au Japon, de Seon en Corée et Thien au Vietnam. Le nom de Chan vient de la phonétisation du mot dhyana en sanskrit ou jhana en pali, qui signifie méditation. C'est pour cela que l'on appelle aussi école de la méditation, bien que la méditation n'a jamais été une pratique caractéristique ni exclusive de cette école. Je vous propose, comme ce sujet est très vaste, de diviser ce sujet en 2 parties. Une première consacrée aux légendes et à l'histoire du Chan, je différencie bien la légende de l'histoire, et une deuxième partie relative à la philosophie et à l'esprit du Chan, illustrée par des histoires, des anecdotes ou des dialogues appelés Kong-an ou Koan en japonais. Les légendes du Chan. D'après certains écrits, des entretiens ou des biographies des maîtres Chan, cette école aurait été fondée par un personnage semi-légendaire appelé Bodhidharma, en japonais Daruma, un moine indien du Sud arrivé par voie maritime en Chine du Sud, dans les années 500, à la période des dynasties du Sud et du Nord, Nambakchio. Il est souvent représenté sur les dessins avec des yeux exorbités, les sourcils et la barbe broussailleux et la mine plutôt renfrognée. Peu après son arrivée en Chine du Sud, il aurait rencontré l'empereur Vo-dé-lung, un fervent bouddhiste qui lui demanda « J'ai fait construire des monastères, ordonné des moines et copié des sutras en grande quantité. Quels sont mes mérites ?» « Aucun mérite, répondit Bodhidharma. Quel est le sens profond des nobles vérités? Un vide profond et rien de noble. Qui ai-je en face de moi? Demanda l'empereur agacé. Je ne sais pas, répondit le moine. À la suite de cet entretien, Bodhidharma partit vers le nord en direction du monastère de Theolum, près de Larzul, puis demeurait dans une grotte en méditation pendant 9 ans. Cette méthode particulière a été appelée Bikwan, méditation face au mur. Après sa mort, vers 530, son corps fut inhumé derrière le monastère, mais quelques années plus tard, un ambassadeur de Chine en Asie centrale l'aurait aperçu marchant dans le massif du Pamir en direction de l'Inde, une sandale à la main. On déterra alors son cercueil, mais on le trouva vide avec une seule sandale. D'après la légende, il était aussi le fondateur des arts martiaux chinois et auteur de plusieurs traités de kung-fu, notamment d'un livre appelé le traité de l'étirement des tendons, Zikkenking. Il aurait apporté de l'Inde le sutra Lankavatara, King Langzar, si bien qu'on l'appelait aussi son école, l'école du Lanka. Il est considéré comme le premier patriarche du Chan, mais d'après la légende, l'origine de l'école de méditation remonterait beaucoup plus loin à la transmission du Dharma par le Bouddha à son disciple aîné Mahakasyapa. C'était la légende de lever la fleur, sourire. Niemhua Viteo. Un jour, devant une assemblée de moines, le Bouddha Gautama prit dans sa main une fleur et la leva. Personne n'en comprit la signification, sauf Mahakasyapa, qui esquissa un sourire. Aussitôt reconnu par le Bouddha,
comme une compréhension directe du Dharma sans parole. Mahakasyapa devint ainsi le premier patriarche du dhyana, Ananda le second, et ainsi de suite, passant par Nagarjuna le 14e, Vasubandhu le 21e, jusqu'à Bodhidharma, le 28e patriarche du dhyana indien, et en même temps, premier patriarche du Chan chinois. Bodhidharma transmit le Dharma, symbolisé par une robe, à son élève dévoué Huekha. Pour montrer son désir sincère d'instruction, Huekha se coupa le bras et, debout dans la neige, tenant son bras ensanglanté, implora le maître de calmer son mental troublé. « Montre-moi ton mental, que je te le calme, » répondit Bodhidharma. « J'ai beau le chercher, maître, mais je ne le trouve nulle part. » « Eh bien, je te l'ai déjà calmé. » Le deuxième patriarche Huekha transmit le Dharma au troisième Tangsan, qui à son tour le transmit au quatrième Dartin et ce dernier au cinquième Huangyan. À partir de Huangyan, le Chan se divisa en deux écoles, celle du nord conduite par Tantu et celle du sud par Huineng. Une véritable légende se formait ultérieurement autour de ce dernier, célébré comme le sixième patriarche et dont la vie était racontée de façon emphatique dans le Sutra de l'estrade, Lukto Dan King ou Pháp Dan King. D'après ce sutra, Huineng était orphelin de père et vivait avec sa mère à Hainam, dans le sud de la Chine, comme un petit vendeur de bois, illettré. Un jour, en entendant quelqu'un réciter le sutra du diamant, Pin Kim Kung, il reçut comme une révélation et s'informa sur l'origine du sutra. Ayant appris qu'il était enseigné dans un monastère à Huang Mai, dans la province de Hoba, dirigé par Huang Yan, il s'y rendit après s'être assuré qu'on prit soin de sa mère. À son arrivée, le maître lui demanda « D'où viens-tu et que recherches-tu en venant ici ?»« Je viens du Lingnam et je cherche la voie de l'éveil du Bouddha. »« Comment un barbare du sud comme toi peut-il prétendre devenir Bouddha ?» demanda Huang Yan. « Les gens du nord et du sud peuvent être différents, » répondit Huineng. « Comme mon corps de barbare et le vôtre vénérable, mais y a-t-il une différence nord-sud dans la nature de Bouddha ?» Huineng fut alors accepté au monastère à s'occuper de menus travaux dans la cuisine et notamment à piler le riz. Un jour, le maître ordonna à ses élèves de montrer leur degré de réalisation en présentant chacun un poème, à la suite de quoi il désignerait son successeur. Personne n'osait se manifester, car tout le monde pensait que la place reviendrait naturellement au plus brillant d'entre eux, le moine instructeur Tantu. Celui-ci, effrayé par cette lourde tâche, se décida finalement à écrire dans la nuit, en cachette, sur le mur, un poème. Le corps est un arbre d'éveil, l'esprit un support de miroir brillant. Efforçons-nous de le polir à chaque instant afin qu'aucune poussière ne s'y dépose. Le lendemain, tout le monde découvrit le poème et ne tarit pas d'éloges sur sa beauté et son élégance. Huineng l'apprit aussi, et comme il était illettré, il demanda à un moine d'écrire à sa place, à côté, un autre poème. L'éveil n'a pas besoin d'arbre. Le miroir brillant n'a point de support. Puisqu'à l'origine, aucune chose n'existe, où la poussière pourrait-elle se déposer? Les moines demeurèrent stupéfaits devant ce nouveau poème, prenant l'autre à contre-pied
et témoignant d'un niveau de réalisation supérieur. Le maître Wang Yen fit mine de réprimander Huineng, effaça son poème, mais lui fit discrètement signe de le rejoindre à minuit dans sa chambre. Là, il lui récita le Sutra du diamant et à la phrase « Ne s'attacher à rien qui puisse faire naître le mental ». Vo Sa Chu. Ni San Ki Tâm. Huineng atteignit soudain l'éveil. Wang Yen lui transmit alors la robe du Dharma et le pressa de s'enfuir immédiatement vers le sud afin d'échapper aux partisans de Tantu qui pourraient attenter à sa vie. Tous deux filèrent discrètement sur une barque. Wang Yen prenant lui-même les rames. Arrivé de l'autre côté du fleuve, Huineng continua le chemin seul, avec les partisans de Tantu bientôt à ses trousses. Il fut rattrapé en haut d'une colline par un jeune moine, Huiming, qui saisit sa robe, retombée au sol, mais n'arriva pas à la soulever, comme si elle était retenue par une force invisible. Huiming s'écria « Je suis venu non pas pour la robe, mais juste pour apprendre le Dharma. » Huineng lui dit alors « Ne pensez pas au bien, ne pensez pas au mal. Quel est le véritable visage du vénérable Huiming ?» À ces paroles, Huiming reçut aussitôt l'éveil et devint son premier disciple. C'est ça la légende du Chan. Essayons maintenant de voir quelle est la véritable histoire du Chan, dégagée de ces légendes. L'histoire du Chan a été mieux précisée à partir du début du XXe siècle grâce à l'étude plus approfondie de certains recueils de maîtres Chan, jusque-là négligés, et aussi la découverte d'anciens documents conservés dans les grottes de Dunhuang, à l'ouest de la Chine. Il s'agit de manuscrits datant du 8e, 9e siècle, concernant surtout Tanhoi, un moine peu connu jusqu'alors, mais qui semble avoir joué un rôle essentiel dans une période charnière de l'histoire du Chan. On voit ici, sur la photo, à droite, Paul Pelliot, qui est un explorateur français, sinologue, indianologue, tibétanologue. C'est un grand scientifique qui a fait de nombreux voyages en Chine, dans le Turkestan, en Asie centrale, à la recherche de ces manuscrits dans les grottes. Et il a pu en récupérer des milliers de manuscrits et ramener à la Bibliothèque nationale. On le voit ici, en 1908, dans une grotte Mokao à Dunhuang, avec tous ces manuscrits. Voilà. Donc, on distingue habituellement 3 périodes dans l'histoire du Chan, allant de 500 à 1300, c'est-à-dire sous les dynasties du Nord et du Sud, jusqu'à la dynastie des Tang, en passant par les dynasties des Tui, des Duong et des 5 dynasties. Alors, on le voit ici, des 2 grandes dynasties qui ont duré chacune à peu près 300 ans, dynastie des Duong et Tang en chinois, et dynastie des Tong, Song en chinois. Ces 2 dynasties ont été des moments où la Chine était dans une situation extrêmement stable, alors que les autres dynasties, dynastie du Sud et du Nord, et dynastie des Tui et la période des 5 dynasties, Mudai, avaient duré pas plus de 100 ans chaque dynastie, hein, environ de 30 à 50 ans. Donc, les périodes du Chan, il y avait 3 périodes dans l'évolution du Chan en Chine. La première période, c'est la période légendaire de 500 à 700,
C'était la période des six patriarches, qui débutait avec Bodhidharma, le premier patriarche, et qui se terminait avec la scission en deux branches du nord et du sud après le cinquième patriarche. On a très peu d'informations écrites sur cette période. La deuxième période, c'est la période classique allant de 700 à 900 pendant la dynastie des Duong et qui était marquée par deux grands événements qui étaient la révolte d'An Lok-sun et la grande persécution du bouddhisme en 845. Cette période classique est aussi considérée comme la période de l'âge d'or du Shan. Enfin, la troisième période, c'est la période littéraire de 900 à 1300, donc correspondant à peu près à la période des 5 dynasties et à la dynastie des Tong. Elle a été appelée ainsi en raison d'une importante production littéraire, de recueils, d'anecdotes, de dialogues, de commentaires de grands maîtres du passé. C'était la période de maturité sur le plan structurel, mais aussi de déclin spirituel, avec plus de formalisme et moins de fraîcheur, moins de créativité. L'enseignement et la pratique du Chan, à cette époque, sont devenus institutionnalisés avec la systématisation des Kong'an qui sont distribués et adaptés au nombre d'élèves de plus en plus important. Et en même temps, pendant cette période, il y a eu une forme de sectarisme interne avec division en 5 grandes maisons, comme les 5 pétales d'une fleur. C'était les écoles Linh Chi ou Lâm Tế en vietnamien, Rinzai en japonais, Sao Tung Tao Dong en vietnamien, Soto en japonais, ensuite les Vân Môn, Pháp Nhãn et Quy Ngưỡng. Donc ces 5 maisons, ces 5 écoles ont été une période importante de la période littéraire, c'est-à-dire la troisième période. Chaque école ne dure que quelques générations, mais la plus vigoureuse, Lâm Tế, ayant absorbé presque toutes les autres au XIIIe siècle, à la fin de la dynastie des Tong, persiste encore de nos jours, ainsi que l'école Tao Dong. Grâce à la diffusion de ces écoles au Japon, en Corée et au Vietnam. Enfin, la dernière période, après la période littéraire, à partir de la dynastie des Ming, au XIVe, XVIIe siècle, le Chan se trouva complètement modifié en se mélangeant à l'école de la terre pure, ou Tịnh-độ, qui est devenue prédominante en Asie de l'Est, et en même temps, s'est mélangé aussi au tantrisme. Donc, il y a eu une forme de syncrétisme religieux qui est apparu à partir de cette période, à partir du XIVe-XVIIe siècle en Chine. Que savons-nous de la période charnière entre les deux périodes légendaires et classiques? Vers l'année 700, le moine Thần Tu, l'aîné des élèves du 5e patriarche Hoàng Nhân, qui était alors âgé de plus de 90 ans, fut invité à la cour de Chang'an par l'impératrice Võ Tắc Thiên de la dynastie des Duong. Cette femme unique dans l'histoire de la Chine à s'être proclamée empereur, régnait sur le pays d'une main de fer, mais était une fervente bouddhiste. Elle couvrit le vieux moine d'honneur en le nommant seigneur du Dharma des 2 capitales et maître des 3 empereurs, c'est-à-dire l'impératrice et ses 2 fils. D'ailleurs, elle va
détrôné en quelque sorte ses deux fils à la fin. C'était une femme absolument terrible. Enfin, à sa mort, Tantou, de la mort de Tantou en 705, et il eut droit à des funérailles nationales avec des centaines de milliers de personnes assistant à ces funérailles et reçut le titre officiel de 6e patriarche. Deux de ses disciples, Photik et Nyefuk, continuaient à être honorés comme maîtres du Dharma. Mais en 734, un moine du Sud, du nom de Tanhot, se leva alors d'un grand rassemblement dans un monastère à Wat Dai, dans le Hanam, et au nom de son maître Huenang, disparu 20 ans plus tôt, il contesta l'authenticité et l'historicité de la lignée de Tantou et de son école. Plus tard, il siégera dans un monastère, Hachak, à la capitale orientale, Lakzum, d'où il tirait le surnom de maître de Hachak. Donc, on l'appelle Hachak Tanhot. Il soutint tout d'abord que la robe de transmission du Dharma a été donnée de Bodhidharma à travers 4 générations à Huang Yen et que Huang Yen l'a donné à Huenang et non pas à Tantou. Le titre de 6e patriarche devait donc revenir à Huenang et non pas à Tantou. Et donc Photik, celui qui a succédé à Tantou, ne pouvait pas prétendre être de la 7e génération. Ensuite, que l'enseignement de Tantou et Photik était erroné parce qu'il ne reconnaissait pas l'éveil subi, mais uniquement l'éveil graduel. Alors que les grands maîtres du Chan, pendant 6 générations, avaient tous enseigné l'éveil subi, en disant, avec l'expression, l'épée doit transpercer directement et pointer directement à la réalisation de sa propre nature. Il critiqua aussi la façon de pratiquer le Chan de l'école du Nord comme toute forme de méditation assise, le Zazen Tuatien, car il jugea cette méditation inutile. Donc, il dit que dans notre école, c'est-à-dire l'école du Sud de Huenang, ne pas avoir de pensée est la méditation assise et voir sa nature originelle est le Chan. C'était un prédicateur éloquent et un conteur dramatique. Beaucoup de légendes sur le Chan ancien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'entretien de Bodhidharma avec l'empereur Vajrayana, l'histoire du 2e patriarche Rekha qui se coupait le bras pour montrer sa sincérité, toutes ces histoires ont été inventées par lui et ont été embellies et incorporées dans la tradition générale du Chan. De plus, Tanhot avait dans ses relations un certain nombre d'hommes d'État et d'éminents lettrés de l'époque, dont le poète bouddhiste Wung Zui, à qui il a confié la biographie de son maître Huenang. On peut dire donc que Tanhot était un excellent communicant. Voilà, c'est le terme qu'on utiliserait de nos jours, un bon politicien et un bon communicant. Mais l'éloquence et la popularité de Tanhot, finalement, ne lui a pas apporté chance parce que elles ont attiré une foule tellement immense qu'il finit en 753 par éveiller des soupçons de complot contre l'État. Et il fut exilé pendant 3 ans dans les provinces lointaines par l'empereur Huentong, les deux. Et heureusement pour lui, en 755 a éclaté la rébellion du général Aloksun,
qui gagna rapidement du terrain et s'empara en un an des deux capitales. La résistance s'organisait cependant autour d'un nouvel empereur et en 757, les deux capitales furent récupérées et Anloksun assassiné par son propre fils. C'est alors que on rappela le moine Tanhot, qui était connu pour son éloquence et sa popularité. Il fut rappelé à Laksun. Pourquoi faire? Pour faire des prédications à des foules immenses dans le but de collecter des fonds pour financer la guerre. Voilà, une guerre, ça se finance, hier comme aujourd'hui. Donc, comme c'était un excellent communicant, éloquent, populaire, il a servi au nouvel empereur à collecter des fonds pour continuer à terminer la révolte d'Anloksun qui a duré quand même plusieurs années. Donc sa contribution fut tellement appréciée par le nouvel empereur que l'ancien moine hérétique banni devient l'invité d'honneur de l'Empire. Après sa mort, plusieurs décrets impériaux furent publiés en nommant sa chapelle la salle de sagesse, transmission de la véritable école, puis en établissant que le maître Hachek Tenhot était le 7e patriarche. Et en 815, un décret impérial conféra des honneurs posthumes à Huineng, mort plus de 100 ans auparavant, en le nommant maître de la grande sagesse. On demanda à deux grands écrivains de l'époque, Liu Tongwen et Lu Futik, d'écrire deux monuments biographiques de Huineng où il était définitivement présenté comme le 6e patriarche du Chan. Ainsi donc, l'histoire du Chan ne semble pas correspondre exactement au récit du Sutra de l'Estrade, Pabadanti. En fait, ce sutra qui est très connu, le plus connu des fidèles du Chan, était censé être une autobiographie de Huineng. Et en réalité, il a été probablement rédigé par des disciples de Huineng ou de Tanhot, longtemps après la disparition de Huineng. On l'a attribué au moine Faphai, mais il pourrait aussi s'agir d'un texte avec des éléments surajoutés et modifiés au fur et à mesure. En confrontant les versions récentes du XIe, XIIIe siècle aux plus anciennes découvertes à Dunhuang datant du IXe siècle, on peut dire que beaucoup de choses dites sur Huineng ont été amplifiées, voire fictives, inventées par ses disciples, notamment par Tanhot, comme la transmission de la robe du Dharma par Huang Yuan, ça n'a jamais été vérifié, faisant de lui le 6e patriarche, comme sa position tranchée pour l'éveil subi contre l'éveil graduel et sa critique de la méditation assise. Tout cela, ce n'est pas du tout sûr, c'est probablement même plus ou moins inventé par Tanhot. Quoi qu'il en soit, le travail acharné effectué par Tanhot a porté ses fruits et déclenché un mouvement réformateur dans le bouddhisme, voire une véritable révolution interne, faisant sortir de l'obscurité l'école du sud de Huineng pour éclipser finalement l'école du nord de Tantou. Et c'est probablement à partir de cette école du sud qu'est apparu au début du XIe siècle le célèbre quatrain, non pas de Bodhidharma comme on le croyait, mais probablement de Huineng et de son école, qui ont permis de fixer les bases du Chan.
ce quatrain s'est transmis en dehors de l'enseignement, ne reposant pas sur les Écritures, pointant directement le mental, voyant sa nature propre, on devient Bouddha. Giáo ngoại Việt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Voilà. Ce quatrain est très important parce que c'est basé sur ce quatrain que le Chan a trouvé sa théorie et, on pourrait dire, la justification de sa philosophie. Passons maintenant à la période classique du Chan. Au dernier quart du 8e siècle, une grande ruée a commencé dans les écoles Chan, pour les étudiants comme pour les enseignants, pour rejoindre l'école du Sud. On allait rechercher des anciens de cette école dans leurs retraites montagneuses, certains déjà disparus. Ainsi, Hoài Nhượng dans les montagnes Hành Nhạc au Hồ Nam, Hành Tư dans les montagnes Thanh Nguyên du Giang Tây, figurait parmi les premiers élèves de Huệ Năng. On attribue pratiquement toute la généalogie au patriarche Chan, des patriarches Chan à cette école, en sachant néanmoins qu'il existe aussi d'autres branches collatérales. Ainsi, il a été apporté dans un récit par un collègue de Thân Hội, retrouvé à Đôn Hoàng, que le 5e patriarche, Hoàng Nhẫn, avait 11 disciples, parmi lesquels numéro 1, Thân Tú, le numéro 8, Huệ Năng, mais il y avait aussi le numéro 2, Chí Sân, de Tư Châu dans le Tứ Xuyên, de Sichuan dans le Tứ Xuyên, qui enseignait dans l'ouest de la Chine et dont descendaient 2 autres écoles importantes du Chan. Donc tout ne dérivait pas de la lignée de Huệ Năng, mais c'était la principale lignée. Mã Tổ Đạo Nhất, l'un des plus grands maîtres Chan du 8e siècle, venait d'ailleurs l'une de ces 2 écoles du monastère Tịnh Trung à Thành Đô. C'était à sa mort que son biographe notait qu'il avait étudié et atteint l'éveil avec Hoài Nhượng, et de ce fait était considéré comme le disciple de ces derniers, donc disciple de la lignée Huệ Năng. La rencontre de Hoài Nhượng et de Mã Tổ est restée célèbre. Au cours d'une visite au monastère où Mã Tổ étudiait comme novice, Hoài Nhượng remarqua que celui-ci était particulièrement zélé dans la méditation. « Pourquoi méditez-vous à longueur de journée ainsi ?» demanda-t-il. « Pour atteindre l'éveil, répondit Mã Tổ. Hoài Nhượng prit alors une brique qui se mit à frotter contre une pierre. « Que faites-vous là » demanda Mã Tổ. « Je le polis pour faire un miroir. »« Mais c'est insensé. Comment pouvez-vous obtenir un miroir en frottant une brique ?»« Et vous, répondit Hoài Nhượng, comment pouvez-vous atteindre l'éveil en méditant ?» Une autre école, une ancienne école Chan, connue sous le nom de l'école de la colline Tête de Bœuf, Ngưu Đầu. Ça s'appelait Tête de Bœuf parce que la colline où se trouvait cette école avait la forme d'une tête de bœuf. Voilà. Donc c'était l'école Ngưu Đầu, Tête de Bœuf, près de Nam Kinh. A été fondée par le moine Pháp Dung, qui a été reconnu tardivement comme un élève du 4e patriarche Đạo Tín. Donc on voit qu'il y a des branches collatérales qui sont apparues et qu'on a découvert plus tard. Au 9e siècle, le moine érudit Tông Mật, qui était à la fois un patriarche de l'école de la Guirlande des Fleurs, Hoàng Nghiêm, et aussi patriarche de l'école Chan de Thân Hội, a rédigé un commentaire
sur le Sutra de l'éveil parfait, Kingvienzak, dont il était suspecté d'être l'auteur lui-même. Dans ce volumineux ouvrage, il distinguait 7 écoles Chan, dont 3 étaient anciennes. La première école, c'était l'école du nord de Tanto. La deuxième école, l'école du sud de Tanhoi, c'est-à-dire Huinang. C'est l'école à laquelle appartient Tongmat lui-même. L'école de l'Ouest, c'était une école qui était caractérisée par la répétition du nom du Bouddha, Phat, comme méthode de contemplation simplifiée. C'est assez étonnant parce qu'on a l'impression que ça se rapproche un peu de l'école de la Terre pure. Mais c'est une école Chan. Quatrième école, c'est l'école de Chisen, dont on a parlé, et l'école du monastère Tengchung, fondée par ses disciples, et dont l'enseignement se résume en une phrase. Ne pas se rappeler du passé, ne pas contempler l'avenir, ne pas oublier la sagesse. Cinquième école, c'est l'école du monastère Bảo Đường de Vô-Chu, qui est de l'école Tengchung, où toute forme de pratique religieuse, comme les cultes d'images de Bouddha, les prières, les récitations et les copies de sutras, est considérée comme insensée et interdite, comme toute pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc c'est une école assez stricte, hein, assez, qui nie toute forme de pratique religieuse. On retrouve en sixième position l'école tête de bœuf, Ngu Dao, qui suivait la philosophie de la vacuité du Prajnaparamita Sutra, Bhatnya, Tamkin, et de Nagarjuna, et est devenue complètement nihiliste et iconoclaste. Pour elle, il n'y a pas de vérité ni de bouddhéité, pas de culture ni de non-culture, pas de Bouddha ni de non-Bouddha. Enfin, la septième école était la grande école de Mato, qui enseignait que le Tao est partout et en toutes choses. Chaque idée ou émotion, chaque sensation ou mouvement du corps est le fonctionnement de la nature de Bouddha en l'homme. Ne cherchez jamais à faire le bien, ni à faire le mal, ni à cultiver le Tao. Suivez le cours de la nature et bougez librement. Ne rien faire, ne rien interdire. C'est la voie de l'homme libre, qui est aussi appelé le super-homme. En 845 eut lieu la plus grande persécution du bouddhisme de toute l'histoire de la Chine. Il y en a eu 3 autres, mais 3 petites persécutions, mais celle-ci fut la plus grande. Elle a été ordonnée par l'empereur Wotong, sans doute sous l'influence des taoïstes, mais aussi des nationalistes qui n'aimaient pas cette religion d'origine étrangère et non chinoise. Un grand nombre de monastères fut détruit. On a compté plus de 40 grands monastères et des dizaines de milliers d'autres plus petits. Beaucoup de sutras ont été brûlés. Les terres et les biens de l'Église ont été confisqués et plus de 200 000 moines et moniales ont été obligés de retourner à la vie séculière. Donc c'était une terrible persécution qui concernait aussi les manichéens et les nestoriens, car les nestoriens sont arrivés en Chine. C'était les premiers chrétiens arrivés en Chine. Et donc ne concernait pas que le bouddhisme, et a duré 2 ans, heureusement, en s'achevant avec la mort de l'empereur et l'ordonnance d'amnistie générale par son successeur.
Ce qui est paradoxal, c'est que les écoles Chan étaient relativement préservées de cette persécution, car contrairement à d'autres écoles florissantes à l'époque, comme l'école de la plateforme céleste, Thiên Thai, l'école de la guirlande des fleurs, Hoàng Nghiêm, qui officiait dans de grands et riches monastères avec beaucoup de sutras et d'écritures. Ces écoles avaient beaucoup souffert, évidemment, des destructions, et notamment des sutras dont ces écoles dépendaient, alors que les écoles Chan et également l'école Tikdo, qui n'avait qu'une chose à faire, c'était de psalmodier le nom du Bouddha Amida, et donc n'avait pas besoin de sutra, ce qui fait que les écoles Chan et l'école Tikdo étaient relativement préservées de cette persécution. En plus, les moines Chan avaient un mode de vie dépouillé à la campagne et dans les montagnes, et vivaient au sein de la population et étaient donc relativement préservés. Ainsi, le Chan a continué à se développer et aux environs de l'an 1000, il avait éclipsé toutes les autres écoles bouddhiques de Chine, sauf la terre pure, l'amidisme ou Tikdo. Maintenant, l'esprit du Chan, il est devenu, dans cette période classique, de plus en plus iconoclaste et non bouddhiste. Par exemple, Tuenzam de Duxun, un moine Chan, qui était le père spirituel des écoles Van Mon et Phap Nhan du Xe siècle, prônait la doctrine de ne rien faire, et ce qui rappelle la doctrine de Mato, dont on parlait tout à l'heure, et aussi la philosophie de Lao Tzu et de Chang Tzu. Donc le taoïsme était ils étaient très proches du taoïsme. Et en plus, Tuenzam de Duxun tenait des propos profanes et irrespectueux, comme reposez-vous et ne faites rien. Habillez-vous, mangez, bougez vos intestins, c'est tout. Essayez simplement d'être un humain ordinaire. Il n'y a pas de cycle de vie ou de mort à craindre, pas de nirvana ou d'éveil à atteindre. Ici, il n'y a ni Bouddha, ni patriarche. Les bodhisattvas ne sont que des tas de fumier de coulis. Nirvana et éveil sont des souches mortes pour attacher les âmes. Les 12 liens de l'enseignement sacré ne sont que des feuilles de papier faites pour essuyer le pu des furoncles. Les 4 fruits et les 10 étapes ne sont que des fantômes traînant dans des tombes pourries. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre salut? Ces déclarations choquantes font partie d'une méthode pédagogique de transmission de la vérité par une grande variété de gestes, de mots ou d'actes étranges, excentriques, et parfois apparemment fous, comme des cris, des gifles ou de torsions de nez, des coups de bâton adressés aux élèves, ou ici, comme vous voyez, un moine en train de brandir un chat en menaçant de le tuer si ses élèves, ses disciples n'arrivaient pas à dire ce qu'il fallait dire. Voilà. Et finalement, il a coupé le chat en deux. Donc, il y avait des actes des gestes très bizarres et des propos très bizarres, iconoclastes et même choquants de la part de ses maîtres. L'un de ses maîtres réputés dans ce domaine était Lemte Ye-Huen, fondateur de l'école Lemte, Linchi, ou Rinzai au Japon, qui est devenue l'école Chan la plus influente au cours des 2 siècles suivants
l'ouverture de cette école. Ce que dit Lemte est très particulier. Il dit ceci: intérieurement et extérieurement, essayez de tuer tout ce qui se met sur votre chemin. Si vous trouvez le Bouddha sur votre chemin, tuez le Bouddha. Si les patriarches sont sur votre chemin, tuez les patriarches. Si votre père et votre mère sont sur votre chemin, tuez-les aussi. C'est le seul chemin vers votre libération, votre liberté. Soyez indépendants et ne vous attachez à rien. On pourrait dire que le Chan, à ce stade, n'est plus du tout Chan, c'est-à-dire méditation, et non seulement plus du tout Chan, mais plus du tout bouddhiste, puisqu'il ne respecte plus l'enseignement du Bouddha, ni les Bouddhas et les Bodhisattvas eux-mêmes. Il est plus proche du taoïsme avec le non-penser, non-agir, vos chi, vos vies, et le laisser faire la nature, tự nhiên. On pourrait dire comme l'érudit japonais Taizetsu Suzuki, qui a beaucoup fait connaître le zen en Occident, que le zen est irrationnel, illogique et dépasse complètement la compréhension humaine, parce que c'est à un autre niveau que le niveau de la compréhension intellectuelle. Mais pour le philosophe et écrivain chinois Hu Shi Roti, il était en désaccord avec lui. Pour Hu Shi, sous toute la folie et la confusion apparente, il y a une méthode consciente et rationnelle qui peut être décrite comme une méthode d'éducation à la dure, en laissant l'individu découvrir des choses par ses propres efforts et sa propre expérience. En effet, l'un des principes du Chan est de ne pas dire ouvertement « but tu fa ». D'une part, parce que pour lui, la vérité ne peut pas être exprimée par des mots ou par l'écriture, mais par la transmission directe d'esprit à esprit. Et d'autre part, parce qu'il faut laisser à l'élève faire des efforts pour découvrir la vérité par lui-même. C'est ainsi que le maître, notamment de la lignée Lemte, distribue à chaque élève un Kong'an à garder constamment à l'esprit comme un sujet de devoir pendant des années, jusqu'au jour où éclate brusquement la réalisation ou la compréhension totale que l'on appelle éveil. Mais il se peut aussi que l'élève n'y arrive pas. Il emprunte alors la méthode du voyage à pied, Hankur, à la recherche d'un autre maître et peut passer ainsi de longues années à voyager et à étudier sous la direction de plusieurs maîtres, à accumuler des observations et des expériences de la vie jusqu'au jour où la compréhension survient d'un seul coup, déclenchée par une vision, un bruit ou rien. Beaucoup de gestes et de réponses apparemment de Maître Chan visent en fait à ramener l'élève ou l'interlocuteur à la réalité de l'instant présent, au lieu de laisser son esprit divaguer dans l'imaginaire et le discours. Ceci est parfois brutal, créant un choc psychologique susceptible d'apporter ce que l'on appelle un éveil subi. Récapitulons maintenant la généalogie des maîtres Chan. Je m'excuse parce que ça va être un petit peu rébarbatif de voir toute cette généalogie. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. Parmi les élèves de Huineng, hormis Thanh Hoi, on compte 2 chefs de file, Nam Yak Hoài Nhựa et Thanh Huyên Hành Tư, chacun ayant un disciple remarquable, respectivement Mã Tổ Đạo Nhất et Thạch Đầu Hy Thiên.
Alors, pour les noms chinois, on a souvent deux noms doubles. Le premier correspond au surnom et le deuxième, le nom. Mais parfois, on appelle plutôt par le surnom que le nom. Mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, vous voyez ici, on a Ha Chak Thân Hội, mais on l'appelle plus souvent Thân Hội. Et Nam Nha Hoài Nhựa, on l'appelle plus souvent Nam Nha. Enfin, Hoài Nhựa. Mato, on l'appelle plus souvent Mato. Voilà. Et souvent, le premier surnom correspond éventuellement à une localité, un monastère ou une localité où on se trouve. Donc, vous avez souvent un double nom. Parmi les nombreux élèves de Ma Tổ Đạo Nhất, deux se détachaient du lot, Nam Tuyền Phổ Nguyện, dont l'élève le plus brillant fut Triệu Châu Tòng Thẩm, mais dont la lignée s'éteint rapidement. Et Bách Trượng Hoài Hải, auteur d'un recueil de règles de la vie monastique appelé Règles pures de Bách Trượng, et d'une célèbre formule, un jour sans travail, un jour sans nourriture. C'est-à-dire qu'il voulait que ses disciples ne passaient pas leur temps à traîner ou à s'asseoir en méditation, etc. Il faut bouger, il faut travailler, voilà. Donc, un jour sans travail, c'est un jour sans nourriture. Le successeur de Bách Trượng Hoài Hải, Hoàng Bá Hy Vận, fut aussi un remarquable enseignant et avait comme disciple Lâm Tế Nghĩa Huyền, dont on a parlé tout à l'heure, fondateur de l'école Lâm Tế. Bách Trượng Hoài Hải avait deux autres disciples, l'un Quy Sơn Linh Hữu, qui avec son élève Ngưỡng Sơn Huệ Tịch fonda l'école Quy Ngưỡng, et l'autre élève, Vô Ngôn Thông, qui partit vers le sud au Vietnam et fondera une école Thiền. Quant à l'école Lâm Tế, après plusieurs générations, elle se divisa en deux branches, celle de Dương Kỳ et celle de Hoàng Long, dont sera issue l'école japonaise d'Eisai, l'école Rinzai de Eisai. Parallèlement à la branche de Ma Tổ Đạo Nhất, Thạch Đầu Hy Thiên développait une lignée conduisant à Động Sơn Lương Giới, qui, avec son disciple Tào Sơn Bản Tịch, elle a fondé l'école Tào Động. Vous voyez, il prend le premier nom de l'un et le premier de l'autre pour faire Tào Động. Dont sera issue l'école japonaise de Dogen, qui était l'école Soto. Enfin, une autre lignée de Thạch Đầu était celle conduisant à Tuyết Phong Nghĩa Tồn, lequel aura un disciple de deuxième génération, Pháp Nhãn Văn Ích, fondateur de l'école Pháp Nhãn. Tuyết Phong Nghĩa Tồn avait également comme disciple Vân Môn Văn Yển, fondateur de l'école Vân Môn, qui était célèbre par une formule très simple: chaque jour est un bon jour. Vân Môn lui-même avait comme disciple Tuyết Đậu Trung Hiền, dont on reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez, après tous ces arbres généalogiques, il y a eu toutes ces écoles dont on compte bien les 5 écoles, les grandes 5 maisons, grandes maisons.